y avoir une certaine continuité entre ce qu'on va discuter là et les débats que nous avons eus depuis ce matin. Alors juste quand même une première chose, il ne s'agit pas d'être ceux qui donnent des leçons aux camarades de l'État espagnol et présentent une orientation et autres, mais c'est plus des choses pour comprendre la situation et voir un petit peu ce qui s'y passe concrètement. Je suis de ceux qui pensent que les questions internationales sont très importantes et qu'il y a eu un recul sur ces questions-là et je pense qu'il est temps de reprendre ces discussions. Là, il y a, pour ceux qui ont regardé un peu la presse, il y a l'Espagne, mais vous avez vu ce qui se passe en Russie qui est quand même énorme. Bon, voyons. Bon, donc, pour comprendre ce qui se passe dans l'État espagnol à l'heure actuelle, je pense qu'il est bon de repartir de la transition. La transition, c'est 1978, et je pense qu'elle est à la racine de beaucoup de problèmes qui se posent aujourd'hui. Alors, la première chose à comprendre, c'est qu'il y a des différences fondamentales entre ce qui s'est passé en France et ce qui s'est passé en Espagne. C'est des périodes, enfin, je veux dire, comparables, hein, mais pas exactement au même moment. Mais si vous avez en France une situation où la collaboration et Vichy sont perçus comme le mal, c'est pas bien. Il y a une condamnation, il y a des gens qui sont arrêtés, il y a des gens qui sont exécutés, il y a des entreprises qui sont nationalisées pour des faits de collaboration. Donc on a une situation où le fascisme, je dirais, est battu militairement, mais aussi politiquement, et on sort de la libération avec deux forces politiques, les gaullistes, le PC, et où, Vichy, c'est pas la France. Et donc il y a cette condamnation très forte, et je pense qu'il pèse encore aujourd'hui, puisque vous voyez dans la droite qui ne fait pas d'accord pour le moment avec le Rassemblement national, mais je pense que cette histoire-là forte dans notre pays compte sur les relations extrême droite. Vous avez vu qu'encore Elisabeth Borne dit le RN c'est Pétain. Bon, donc il y a cette filiation, cette continuité. Si on prend l'État espagnol, la chose est totalement différente, puisque je pense aussi qu'ils ont appris, c'est pas le temps de le discuter aujourd'hui, mais ça vaudrait le coup, pour ceux et celles qui s'en souviennent, il y a eu quand même une crise révolutionnaire au Portugal, juste un peu avant la fin des dictatures, et quand même la bourgeoisie est intelligente, elle apprend, et elle a appris, elle ne voulait pas que se reproduise ce qui s'est passé au Portugal. Bon, donc on a quand même, ils préparent une transition. Alors la première chose que vont faire les franquistes, c'est d'aller chercher un roi. Il n'y avait pas de roi sous Franco et avant. Le temps des républiques en Espagne a été très court, mais donc ils vont chercher un roi lui donnant une place centrale. Franco meurt dans son lit, et donc là s'ouvre une discussion sur la transition, donc qui prend quand même du temps, et en 1978, avec le soutien total, actif, du Parti socialiste et du Parti communiste, on a cette transition qui aboutit donc à la mise en place d'un régime monarchique et avec l'idée que ne faut pas réouvrir les blessures du passé, c'est des formules très employées à l'époque, donc il y a un petit côté, une amnistie générale du franquisme et on va vivre une vie nouvelle, on ne parle plus du passé. Mais conséquence pratique de ça, ça veut dire que le franquisme n'est pas battu. Et les loyautés familiales peuvent continuer, et qu'en particulier, par exemple, il n'y a pas d'épuration dans la police, il n'y a pas d'épuration dans la justice, il n'y a pas d'épuration chez les militaires, et donc, on va dire que la transition donne une continuité au fait que le franquisme n'a pas été battu, qu'il n'y a pas d'épuration, et même, si je dis les choses jusqu'au bout, ce sont 6 ministres de Franco qui créent le premier parti de droite. Donc on a cette situation où ce moment de la transition fait que tout ça, de ne pas réouvrir les blessures du passé, par exemple, c'est tout le débat sur la question de la mémoire historique, la question des fosses qu'on ne réouvre pas, et autres, puisque tout ça est caché, on n'en parle pas. Et évidemment, tout ça facilite, parce que parfois en France, avec Maritain, on dit les franquistes, les gens nous regardent un peu comme ça, vous exagérez un peu. Mais non, le franquisme a eu une continuité assumée dans le cadre principalement
dans l'histoire du pays, puisque tu fais une transition qui est un peu, il y a des torts des deux côtés, on ne réouvre pas ça et on passe à autre chose, mais n'empêche que ça veut dire qu'il n'y a pas une condamnation formelle, forte, déterminée de ce qu'a été ce régime de dictature et tout ce que cela ça a supposé. Et cela aussi, il faut se souvenir que donc Vox, maintenant qui est le parti d'extrême droite, j'y reviendrai après, n'est rien d'autre qu'une scission du Parti populaire, et qu'aujourd'hui, évidemment, dans le contexte que je viens d'évoquer, qui n'est pas celui perçu comme Vichy en France, eh bien, les accords entre le Parti populaire et Vox sont facilités, puisqu'il y a une matrice commune, une histoire commune. Bon, voilà. Donc, mais revenir sur ça me semble important pour comprendre la situation. De la même manière que donc cette transition rétablit la question des langues en Galice, au Pays Basque et en Catalogne, donne un statut d'autonomie, mais qui pour ces courants-là, basques, catalans, galiciens, sont le début de quelque chose. C'est-à-dire ils retrouvent le statut qu'ils avaient les années 30 avec la République, hein, des langues officielles et autres, et des gouvernements. Mais qui ne va pas jusqu'au bout de ce qu'ils attendaient, ou pour eux c'était une première étape. Et dernière chose, on a quand même une situation où on met en place une monarchie, je le redis, en lien quand même avec le Parti Socialiste et le PC, sans même qu'il y ait un référendum sur République ou monarchie. On aurait pu penser que c'était quand même pas un moment démocratique fort. Bon, donc maintenant je vais plus vite, mais ça me semble important de voir ça parce que c'est donc sur la question des dernières élections, les municipales. Bon, donc ils ont perdu les municipales et ils ont perdu surtout ce qui se voit beaucoup, les grandes villes. Hein, ça se voit tout de suite, immédiatement. Alors, première chose à dire pour moi, par rapport aux reproches qui sont faits à l'heure actuelle au gouvernement qui est passé. Deuxièmement, surtout dans le débat interne qui commence à être très tendu au sein du Parti Socialiste. Le gouvernement de Pedro Sánchez et Iglesias et Unidas Podemos, c'est pas Hollande et Valls, d'accord? Ils n'ont pas fait de loi à ce niveau-là. Je pense que ça a été plutôt un gouvernement un peu réformiste classique qui a augmenté significativement, de manière importante le SMIC, qui a fait des lois sociétales, qui a fait des choses comme ça. Donc c'est pas Hollande et Valls. Par ailleurs, deuxième chose, après dans les reproches qui leur sont faits aujourd'hui, c'est de s'être allié avec la gauche radicale, radicale je mets un peu entre guillemets, mais bon ça c'est moi, Podemos, Unidas Podemos, et les partis de gauche indépendantistes. Mais à la fois, il faut se rappeler une chose simple, c'est qu'ils n'avaient pas le choix. C'est-à-dire, le Parti Socialiste tout seul n'avait pas de majorité. Le Parti Socialiste plus Unidas Podemos n'avait pas de majorité. Donc tu cherches une majorité avec des gens avec qui tu peux avoir une majorité. Donc, étant, je vous le dis en Espagne, le Parlement c'est 350 députés, la majorité est donc à 176. Quand les courants indépendantistes font plus de 20 députés, ça facilite les choses. Voilà. Donc moi ce que je crois, c'est qu'ils ont perdu, c'est plus pour ceux qui ne l'ont pas fait que ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que les attentes qu'il pouvait y avoir dans la société n'ont pas été satisfaites et sur un certain nombre de points, je vais donner quelques exemples, qui font qu'ils n'ont pas bougé. Par exemple, ils n'ont pas touché à la question de la retraite. La retraite, c'est 67 ans en Espagne. Ils n'ont pas touché à la question du temps de travail. Le temps de travail, c'est 40 heures. Ils n'ont pas augmenté le nombre de jours de congé. Il y avait une loi en Espagne qui s'appelle, c'est un peu en lien avec ce qu'on discute ici, qui s'appelle la loi Mordaza, la loi Bayon, qui interdit tout un tas de choses. Voilà, qui interdit tout un tas de choses. Sur la critique, faut pas, si vous brûlez une photo du roi, vous avez un problème, si vous brûlez un drapeau, enfin bon, tout ce genre de choses-là, ils ont pas touché. Sur la monarchie, je vous passe les détails, mais pour ceux qui suivent un peu Juan Carlos, c'est quand même un mauvais feuilleton de Netflix, il est dans toutes les histoires et les magouilles et autres officiels, c'est une caricature chez caricature. Le Parlement, via le PSOE, qui est un vrai parti du système, a bloqué même toute enquête sur la monarchie au nom de l'immunité de la monarchie. Donc, tous ces points-là, et ni sur l'État plurinational, bon, puisque vous vous souvenez quand même qu'il y avait le passif avec la Catalogne,
il y a une table de discussion qui a été mise en place entre le gouvernement catalan et l'État central, mais qui n'a avancé sur rien et qui, à mon avis, est un des points qui fait que Esquerra Republicana a baissé puisqu'ils ont débouché sur rien. Donc, je pense que le côté, c'est le PSOE a un peu baissé, qui lui a fait, mais la gauche avec qui il y a des alliances a encore un peu plus baissé. Moi, je pense que tous ces courants-là payent le fait de leur participation au gouvernement, plus ce qui vaut les choses, je l'ai évoqué juste après, à réfléchir un petit peu. Le modèle de fonctionnement de Podemos, qui rappelle une organisation un peu en France assez connue, où nous militons pas mal, ce modèle avec un peu le grand dirigeant suprême qui a multiplié les départs, les scissions, les crises et ainsi de suite, à force, tout ça a un prix quand même au final. Voilà. Donc, et dernière chose, il y a la question, le système électoral espagnol n'est pas le même qu'en France. Hein. C'est un cycle global tous les 4 ans, à un tour, avec une proportionnelle à 5%. Ce qui veut dire que, par exemple, l'exemple de Vox, quand vous montez, ben vous montez partout. Donc vous avez des élus à peu près partout. Si vous êtes à 10% dans le pays, sauf cas exceptionnel, vous allez avoir des élus partout. Mais si vous avez tendance à baisser et que vous étiez à 6% et que vous tombez à 4,5%, vous perdez beaucoup. Hein, c'est un système à 5%. Donc ce qui explique aussi, Vox a monté, mais a monté par cet effet direct dans l'ensemble du pays. Voilà. Bon, moi ce que je crois, hein, c'est que si la gauche veut incarner un vrai projet de rupture, d'émancipation, tout cela, elle doit prendre un certain nombre de mesures radicales qui renvoient à son identité, à son projet global. Et si vous ne faites pas ça, si vous faites un côté qui apparaît bonne gestion, même avec quelques mesures intéressantes, faut faire du sociétal et il faut faire du social, il faut faire les deux. Je ne vais pas rentrer, je vais y revenir puisqu'il y a toute la question avec Podemos maintenant. Mais il est très important, je pense, de prendre des mesures. En France, tout le monde se souvient que Mitterrand a fait la retraite à 60 ans, a aboli la peine de mort, des choses comme ça. Même Jospin, et la façon dont ça s'est passé, tout le monde se souvient qu'il y a eu les 35 heures. Si vous n'avez pas de mesures phares qui indiquent où vous voulez aller, quel type de projet vous portez, je pense qu'il y a un problème d'incarner quelque chose, cet idéal de justice sociale, d'égalité sociale dans le pays, et vous ne faites pas rêver, vous gérez bien. Bon, donc, maintenant, je voulais venir, donc on est dans une autre situation, puisque suite à ça, il y a un nouveau projet que j'ai essayé de décrire dans l'article, qui s'appelle Sumar. Sumar, en espagnol, ça veut dire additionner. Je pense que toutes et tous, vous auriez à peu près trouvé. Bon, il y a 15 organisations qui composent ce projet politique. Mais je dirais que son nom résume le projet. C'est-à-dire qu'en gros, dans ce qui est porté, c'est on veut être plus fort ou être majoritaire, mais l'horizon reste un cadre d'accord avec le gouvernement. Alors, mais ce dont moi je suis persuadé, c'est qu'il va y avoir un avant, un après. Je m'explique. Avant, ça veut dire la situation antérieure, depuis ce qui a été appelé en Espagne le 15e, en français c'est plus connu comme le côté les indignés, ce mouvement des places et ainsi de suite, qui a permis de faire surgir Podemos, qui a été une sorte de débouché politique à tout ce mouvement. Donc, souvenez-vous, parce que l'histoire va vite, hein. Podemos a eu une époque où il rivalisait avec le PSOE en pourcentage de vote, où il y avait tout le débat sur le sol passe, est-ce qu'ils vont passer devant, pas passer devant. Donc il y a eu ça. Il y avait une remise en cause de fait du bipartisme, et Podemos était la force montante. Bon, donc, mais je pense qu'un fonctionnement proche de ce qu'est la FI, avec Pablo Iglesias au centre de tout, bon, des attaques très fortes de la droite, hein, où depuis le début, Podemos est présenté comme des tchadistes qui veulent une révolution bolivarienne, qui sont financés par Cuba et le Venezuela. Bon, c'est la campagne permanente. Bon, ça fonctionne moins en France parce que
Bon, Chavez et le Venezuela a eu moins de succès comme référence en France, parle moins aux gens, je crois. Mais donc voilà. Et donc il y a quand même beaucoup de départs. Si vous voyez le cadre initial au début de Podemos, des dirigeants, bon, Monedero est parti de son côté parce qu'on a été accusé de chaviste. Il y a eu la scission avec Errejón, qui a fait un autre parti qui s'appelle Mas País. Il y a eu la scission avec les gens anticapitalistes, qui sont Miguel Urbán et Teresa Rodríguez. Bon, il y a eu plusieurs scissions et beaucoup de crises dans les régions. Ce qui fait que c'est un parti quand même affaibli et qui change souvent de ligne. On est passé de l'étape où on va renverser la table de la Constitution, avoir une autre Constitution, à l'important c'est d'être au pouvoir et démontrer que le fait qu'on arrive au pouvoir reste tranquille, mais on va changer les choses. Donc on est au pouvoir. Donc des changements de ligne importants. Mais quand même savoir que ce qui était déterminant dans la gauche, c'était le courant Unidas Podemos, avec quand même cette référence à un mouvement social profond dans la société, qui a contesté toutes les questions. C'était la démocratie réelle maintenant, une démocratie directe, l'auto-organisation, les places occupées et tout ça. Donc voilà, c'était autour de deux organisations quand même, donc Podemos et aussi Izquierda Unida. Izquierda Unida était une organisation historiquement liée au PC, créée par le PC, bon, un peu moins en forme qu'à d'autres époques, mais c'est quand même une structure militante réelle qui a des endroits, par exemple comme en Andalousie, qui a quand même une force réelle qu'il ne faut pas mépriser. Bon, donc, je vous passe. Donc l'après, c'est la création de Sumar. Alors, Pablo Iglesias, qui est un garçon qui a des idées, à un moment a décidé d'arrêter la politique, de faire une émission de télé où il commente l'actualité politique. Ce qui est gentil pour les nouveaux camarades de Podemos qu'il a mis à la tête du parti. Mais donc voilà. Et donc à ce moment-là, il a décidé que la nouvelle chef de file dans Unidas Podemos, c'est une militante qui s'appelle Yolanda Díaz, qui est militante du PC, qui n'est pas militante de Podemos ni d'Izquierda Unida, et qui, elle, a eu ce projet de Sumar, l'idée étant de fédérer un peu tout ça, et on verra. Mais ce qui veut dire que, dans le cadre, en relativisant réellement le rôle des partis et la place des partis, et avec, pour ceux que j'ai mis dans l'article à peu près, vous comprendrez à peu près les lieux des 15 partis, il y a beaucoup de partis dans des régions ou dans des lieux particuliers. Les deux seules structures qu'on va dire qui existent au niveau de l'ensemble de l'État, c'est Podemos et Izquierda Unida. Le reste, il y a un courant des Baléares, un courant des Canaries, Compromís qui est un groupe à Valence, Mas País qui est surtout présent à Madrid. Bon, mais ce qui veut dire que Podemos est totalement relativisé dans ce schéma-là, hein, puisqu'il est un parmi les 15, et dans les places qui se seront réparties pour le nombre de députés, Podemos aura au mieux 8 députés. Ce qui, bon, n'est pas nul, mais quand vous avez été la force montante et déterminante qui avait l'objectif de restructurer l'ensemble, bon, on connaît à peu près ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y aura un après en termes de qu'est-ce qui va se passer après. Et donc sur ce projet, je pense que c'est Sumar manque un peu d'ambition. J'ai vu que là, il commence à dire des choses, par exemple qu'ils étaient pour proposer une émission de temps de travail à 37h30. Mais bon, tout ça est assez faible. C'est un courant qui s'est plus constitué sur on agglomère et après on verra, plutôt que sur un projet politique. On se base sur ce projet politique et on voit qui est d'accord avec. C'est quand même deux démarches assez différentes de mon point de vue. Bon, alors, et maintenant, les prochaines élections sont le 23 juillet. Alors, je vous le dis tout de suite, tous les sondages indiquent que, normalement, le Parti populaire et Vox devraient arriver en tête et donc gouverner le pays. Alors, le problème nouveau aussi qu'il y a, c'est qu'en fait, on est revenu, c'est pas ce qui se passe à l'échelle de l'Europe, mais à un bipartisme, c'est-à-dire Parti populaire d'un côté, Parti socialiste de l'autre, et toutes les forces pouvant exister, même Vox, étant
des forces d'appui, des forces non ridicules, entre 10 et 15%, mais les autres, ils sont à 28, entre 28 et 35. Donc les rapports de force sont clairs. Alors, on a une situation où le Parti socialiste, je l'évoquais tout à l'heure, est sous pression, double pression de la droite, et sous pression du débat interne de vieux dirigeants du Parti socialiste comme González. Alors, ce qui est reproché, c'est ce que j'ai indiqué. Deux choses, c'est de s'être allié avec des gens trop radicaux et de s'être allié avec les indépendantistes. Donc là, il y a en tout cas des distances qui sont prises du côté même de Pedro Sánchez et par rapport à Bildu et par rapport à Esquerra Republicana, en particulier contre Bildu, où des accords ont été faits pour que Bildu ne gagne pas toutes les municipalités. Bildu, c'est les Basques. Hein, voilà. Donc avec penser que la pression dans la société, parce que pour le Parti populaire et Vox, Bildu continue à être ETA. Hein. C'est ETA, donc vous avez le Venezuela, Chavez pour Podemos et ETA, voilà. Donc il continue. Et y compris a pris ses distances, je vais y revenir, par rapport à Irene Montero. Irene Montero était la ministre de l'égalité, était la ministre phare de Podemos, et c'est la ministre qui a fait deux lois importantes, une sur le consentement, qui s'appelle Solo si es si, seulement oui c'est oui, et une deuxième, une loi sur les trans, les possibilités de changer d'identité et autres. Donc maintenant, Pedro Sánchez explique que, il y a quand même un problème, lui il est pour un féminisme qui apaise, pas pour un féminisme qui divise. Bon, alors, et Irene Montero, il y a un autre problème dans Sumar, c'est qu'elle a été exclue des listes de Sumar. C'est quand même je ne sais pas qui c'est qu'on pourrait comparer en France, mais donc Irene Montero, c'est une des dirigeantes principales de Podemos, c'est la ministre de l'égalité qui a fait ces lois qui sont les lois emblématiques pour Podemos. Et je vous le dis comme ça, par ailleurs, elle est la compagne et mère des enfants de Pablo Iglesias. Bon, tout ça fait quand même un truc. Donc Sumar a exclu la possibilité, et elle ne sera pas candidate, elle ne sera pas députée, puisqu'elle n'est pas sur les listes, et Podemos a dû accepter ça, ce qui signifie quand même qu'ils ne sont pas très en forme, mais qui pose aussi un autre problème au-delà de sa personne, c'est que tu renvoies l'idée que les deux lois qu'elle a faites passer, qui ont été votées au Parlement, c'est peut-être pas si important que ça, puisque si on la dégomme elle, on peut penser qu'il y a quand même ces lois, elles font pas consensus, comme on dit, c'est le féminisme qui divise, qui... voilà. Bon, donc voilà. Ça c'est pour... alors maintenant sur Sumar, je pense que, comme souvent, le résultat électoral va déterminer l'avenir. C'est pas la même chose si tu fais 7-8 ou si tu fais 13. Bon, donc on va voir. Bon, moi je pense comme souvent, la vie coupe un peu la poire en deux, je pense qu'ils vont s'en sortir, mais ça ne réglera pas les problèmes de fond de quelle gauche à la gauche du PSOE pour quel projet. Alors maintenant je voulais revenir un peu sur la droite, parce que c'est quand même, de mon point de vue, un véritable danger et un risque de très grand recul. Ouais, je termine. Donc, il y a quand même des accords entre le Parti populaire et Vox dans les grandes villes et dans des régions. Donc, les choses se sont passées. Alors, je le dis comme ça parce que, en gros, les conditions que met Vox pour avoir un accord, le premier, il est de déroger aux lois sur les violences contre les femmes. Non, mais les deux trucs. Il nie complètement la violence machiste, alors qu'il y a un nombre de féminicides en Espagne qui est aussi important, sinon plus qu'en France, et ne parle que de violence intrafamiliale. Hein, donc, c'est une négation totale. Donc ça, c'est, alors évidemment, sur les droits des femmes et LGBT, mais la deuxième chose à laquelle il demande à déroger, c'est toutes les lois sur la mémoire historique.
Ils en reviennent à ça. Mais après, ce qu'il faut savoir quand même aussi, c'est qu'ils nient le changement climatique. Il y a un problème, un problème très important. Bon, vous savez que l'Espagne, en particulier l'Andalousie, c'est la région qui produit les légumes pour l'Europe entière. Et qui dit produire des légumes demande de l'eau. Et il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Et donc là, ils sont en train de permettre de pomper dans des endroits où c'est catastrophique et les conséquences vont être démentes pour maintenir ça, sachant que pour eux, il n'y a pas de problème. Donc, et de la même manière, je vous assure, à Madrid, ils suppriment les pistes cyclables parce qu'il faut permettre à la voiture de rentrer en ville. Donc bon, je termine sur ça parce que sur Vox, je dirais, comme on a eu le mauvais exemple en France de Zemmour, c'est Zemmour, la même haine des femmes, le même mépris des femmes, plus le franquisme totalement assumé. Leur modèle d'État, c'est celui de Franco, on supprime les autonomies, on interdit les partis indépendantistes, une seule Espagne. Voilà, donc il y a plus une version catho, moi j'avais dit version Opus Dei, vous voyez, les plus rances, mais ça c'est très important. Donc, pour terminer, quand même tout ça, la transition c'est pas si loin, c'est 78, ce qui veut dire que dans les gens qui sont autour de cette table, beaucoup d'entre nous, on aurait milité sous le franquisme pendant des années. Il reste une mémoire dans les familles et voir ces gens-là revenir au pouvoir crée de l'inquiétude. Bon, donc est-ce qu'il y aura dans la gauche une réaction et un vote utile qui va se produire? Je ne sais pas. En tout cas, ça risque surtout de profiter au Parti Socialiste, mais mais il se peut passer à droite, sachant que quand même, c'est pas pour excuser tout le reste, vous avez remarqué que quand même, on est dans un cycle où le vent pousse plutôt de ce côté-là, droite, extrême droite, qu'on a des accords importants dans certains pays, le dernier c'est la Finlande, je crois, voilà, et voilà.